Je pense qu'on va commencer. Du coup, alors, du coup donc aujourd'hui avant de commencer le live, je vais me, oh, c'est pas grave, la minute j'étale. Enfin, t'inquiète pas, c'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, je diffuserai le live, au pire, si jamais t'as des questions que tu veux aborder, faut pas hésiter. Salut Solène, salut Claire. Ouais, je vais commencer et puis je vais me présenter déjà un petit peu avant. Pour me présenter rapidement, moi c'est Johan, je suis paysan bio depuis à peu près plus de 12 ans maintenant, notamment en maraîchage. Je fais depuis quelques années aussi une partie de mes cultures maraîchères en maraîchage sol vivant. Maraîchage sol vivant, c'est-à-dire en fait préserver la structure du sol et plutôt travailler avec la vie du sol. Je fais aussi un petit peu d'arbo, un petit peu de petits fruits, mais c'est vraiment mineur pour l'instant et j'aimerais que ça soit plus étendu. Donc là j'ai un projet, j'aimerais bien trouver une personne, un ou une associée pour pouvoir me consacrer plus à la partie arbo. Et autrement aussi j'ai une formation de technicien en agroforesterie, tout ce qui va être culture avec les arbres. Bocage, agroforesterie intraparcellaire, donc verger par exemple, et fruitière, etc. Et aussi, je suis formateur pédagogique indépendant depuis à peu près maintenant 8 ans. Sur notamment 3 thèmes qui me tiennent à cœur, l'écologie en lien avec les milieux cultivés, donc jardin et ferme, et aussi donc du coup le jardinage naturel, donc jardinage sol vivant, et l'agroforesterie. Donc voilà, je propose des formations du coup à prix libre et conscient sur ces différents thèmes depuis plusieurs années. Donc n'hésitez pas à regarder sur mon site web permabocage.fr si vous voulez avoir plus d'infos sur les activités que je propose. Et je fais aussi donc du coup des activités de conseil sur les jardins au naturel, pour design en permaculture et agroforesterie, et pour des techniques au potager aussi qui soient plus proches du vivant. Voilà un petit peu, et aussi l'accueil aussi de groupes scolaires, même si c'est pour l'instant limité et que j'aimerais développer plus cette activité-là, mais voilà. Voilà un petit peu présentation un peu rapide des activités que je fais. Donc j'ai oublié de dire que je fais 50 paniers de légumes par semaine à peu près. Voilà, paniers légumes diversifiés sur Pornic et Saint-Nazaire. On va commencer sur le sujet en question. Donc pourquoi je fais ce live sur les espèces exotiques envahissantes. Pour préciser très rapidement en fait déjà de quoi on parle. En fait c'est un sujet qui est assez crucial et pourtant pas trop, assez peu connu finalement. Parce qu'on connaît toutes et tous les 5 premières causes d'extinction du vivant dans le monde. Ça va être notamment déjà la destruction tout simplement des milieux naturels, fragmentation et destruction des milieux naturels. Donc ça peut être la déforestation, ça peut être le drainage aux zones humides pour en faire des zones cultivées, enfin voilà, ça peut être tout ça. On connaît aussi le réchauffement climatique, qui est de plus en plus majeur dans les causes de disparition du vivant. Il y a aussi la chasse, la pêche, aussi les pesticides, qui sont quand même une cause assez majeure, hein. La pollution en général, en fait, les facteurs de pollution. Mais en fait, le facteur qui est considéré selon plusieurs rapports internationaux qui font référence, un des facteurs qui est les moins connus, c'est la faune et la flore exotiques envahissantes. C'est considéré comme le 2e ou 3e facteur de disparition du vivant dans le monde. Donc c'est quand même pas rien, c'est un facteur quand même conséquent, et qui est assez peu méconnu, et notamment des jardiniers, qui, malgré eux, mais réels, en fait, cultivent, ou ont dans leur jardin, quand ils ont acheté leur maison, ou loué leur maison, ont des plantes exotiques envahissantes, sans le savoir, la plupart du temps. Ils vont en acheter chez des pépiniéristes sans savoir que c'en est. Parce que malheureusement, même si c'est un des 2e ou 3e facteurs d'extinction du vivant dans le monde, aujourd'hui, c'est en fait les pépiniéristes ont le droit de vendre la plupart des espèces considérées comme invasives qui détruisent en fait une partie du vivant. Mais en tout cas, voilà, avant de repartir sur les définitions un petit peu de tout ça, pourquoi aussi ça me tient à cœur et pourquoi le fait que c'est un facteur déjà majeur d'extinction du vivant dans le monde aujourd'hui, c'est aussi parce que je vois pas mal d'auteurs et autrices de bouquins de jardin-forêt ou de pas mal de bouquins aussi de permaculture qui, on va dire, soit ignorent le sujet, soit pire,
En disent carrément que il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait des plantes invasives, enfin ce qu'il y ait des plantes exotiques envahissantes, que ça a toujours fait partie de la nature, qu'il y a toujours eu des plantes qui ont migré, que de manière le réchauffement climatique va faire migrer des plantes, que voilà c'est faire fi de lois naturelles qui font que de toute façon voilà il y a toujours eu des plantes exotiques, des plantes qui ont migré. Alors outre que c'est une grosse simplification de la situation actuelle, c'est faire fi en fait de rapports internationaux, de rapports de multiples acteurs du vivant dans le monde. Vous allez qu'avoir des gestionnaires d'espaces naturels, des naturalistes, plein de gens qui travaillent étroitement avec le vivant et qui en font leur métier en fait, donc qui connaissent quand même pas mal le sujet et qui sont tous les jours sur le terrain. Vous vont dire que, enfin, vont vous montrer et vous expliquer par A plus Z que pour eux c'est un gros problème, c'est un gros sujet et que ça les rend vraiment souvent voilà malades de voir des espaces naturels magnifiques avec des plantes sauvages qui sont menacées ou une faune très spécifique menacée de disparition, notamment à cause de ces plantes invasives ou cette faune invasive. On dit plus d'ailleurs invasif aujourd'hui, on doit dire le mot exotique et envahissant. Je vais vous expliquer un peu pourquoi aussi c'est important cette différence aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un facteur qui est quand même assez important et pourtant c'est peu connu et en plus de ça, dans des bouquins de permaculture ou de jardin-forêt, on va vous dire que c'est pas si grave, que c'est pas un sujet très important ou que de toute façon ça a toujours pas fait partie de l'évolution du vivant. Or, ce qui est complètement faux. On va y revenir un petit peu. En tout cas, ça s'est jamais vu sur un espace, enfin, à une échelle aussi importante, sur un temps aussi peu court, d'avoir des milliers de plantes qui arrivent d'un seul coup dans des espaces. Voilà, on va dire que c'est une migration qui ne s'est jamais vue, ou alors sur des échelles justement de temps qui étaient dignes des sanctions du vivant, quoi. On a déjà vu des sanctions majeures du vivant. Donc en tout cas, pour revenir un petit peu à la définition des espèces exotiques, enfin des espèces, donc c'est une espèce exotique, c'est une espèce donc exotique envahissante, je vais revenir. C'est une espèce exotique qui est naturalisée dans un territoire, qui modifie la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes naturels ou semi-naturels dans lesquels elle se propage. Donc quand on dit elle modifie, c'est pour dire que elle modifie grandement, quoi. Ça veut dire qu'elle va provoquer la disparition ou la chute importante d'une population donnée ou de plusieurs populations d'insectes, de plantes, d'amphibiens, etc., etc. Par exemple pour les plantes, pour donner un exemple concret, ça peut être du robiniflor acacia ou ça peut être du budylia faux papillon qui va se répandre avec du coup dans un milieu donné euh, et qui va en fait concurrencer des espèces indigènes, donc des espèces qui poussent depuis des milliers d'années ou des millions d'années dans le milieu. Ici par exemple, on va donner l'exemple donc de l'ouest de la France et donc qui vont d'un seul coup du coup concurrencer grandement les ressources et l'espace disponible de ces plantes. Ce qui se passe, c'est que vous avez par exemple des orchidées ou d'autres plantes indigènes qui ont besoin de conditions très spécifiques de milieu, qui sont déjà menacées de disparition, qui vont se retrouver donc en concurrence avec des robiniers acacia qui ont une capacité de propagation très rapide, qui sont des espèces pionnières dans leur milieu déjà d'origine, et qui ne trouvent en fait pas de concurrence, pas de parasitisme ici, qui vont du coup finir par faire disparaître en fait très rapidement du coup des espèces de milieux de zones humides par exemple, du fait que justement ces espèces-là, en fait, comme le robinet acacia, ne trouvent quasiment pas de concurrence, pas de parasitisme, et en fait vont pouvoir très vite éliminer des espèces très sensibles, par contre elles, hein, qui ont besoin de beaucoup de lumière par exemple, ou qui ont besoin de conditions, qui ont besoin d'éléments minéraux importants, et qui du coup vont se faire retrouver concurrencés par ces plantes qui arrivent très vite à absorber les éléments minéraux, enfin bref. Il y a plein de raisons pour lesquelles en fait une plante exotique envahissante va pouvoir concurrencer très rapidement des espèces indigènes. Il y a plein, après pour faire bien une nuance importante, il y a plein de plantes exotiques qui ne sont pas pour autant envahissantes. La grande majorité des plantes exotiques qui arrivent chez nous et qui se naturalisent chez nous ne sont pas pour autant envahissantes. Donc je mets bien un point important là-dessus. Je vais prendre des exemples tout bêtes, mais le pêcher, par exemple à l'origine, le pêcher est une plante exotique via Asie mineure. Ça peut être aussi, je vais prendre aussi un exemple, le kiwi, l'actinidia, donc n'est pas une plante indigène d'Europe, mais pour autant ne va pas être considérée comme envahissante. Il y a plein de plantes, en fait, je vais prendre l'exemple citrus, la famille des citrus n'est pas envahissante. Ce sont des plantes exotiques, mais qui sont pas envahissantes. En tout cas, ici, dans le contrée, au niveau de l'ouest de l'Europe.
C'est important parce que voilà, je vais pas non plus vous dire que toute plante exotique est envahissante. C'était pas le sujet. C'était pour vous montrer qu'en fait, dans ces plantes exotiques qui viennent d'ailleurs, il y en a énormément, plusieurs milliers en fait, qui sont implantées chez nous en Europe. Il y en a que quelques centaines, même pas quelques centaines, hein, quelques dizaines, qui sont vraiment dommageables pour l'environnement, mais elles sont très dommageables pour l'environnement. Elles peuvent coloniser entièrement un milieu circulaire. Vous pouvez avoir des plantations des pousses naturelles monospécifiques de Robinia acacia, de Buddleia faux papillon sur des dizaines de mètres carrés, voire plusieurs centaines de mètres carrés. Et vous aurez que ça. Vous aurez que cette espèce-là qui dominera toutes les autres. Il n'y aura quasiment plus aucune autre espèce de plante indigène. Ce qui est important à voir, donc pour vous donner juste un chiffre, hein, pour vous rendre compte un peu de ce qui se passe. Aujourd'hui en France, sur 6000 espèces végétales, on compte 5300 espèces indigènes. Et c'est 100 espèces exotiques naturalisées. Vous voyez, j'exagère même sur le fait qu'il y avait plusieurs milliers d'espèces exotiques. Mais parmi ces 100 espèces naturalisées, environ une centaine d'espèces sont considérées comme invasives en France. Cela signifie que ces espèces ont une dynamique d'expansion rapide et forment localement des populations très denses qui ont différents types d'impacts environnementaux, économiques et ou sanitaires. On va trouver une plante aussi, donc je vous ai parlé du Robinia acacia, de mimosa, mais il y a aussi du coup d'autres plantes qui sont peut-être un peu moins connues. Berce du Caucase, sénesson en arbre, houblon du Japon, ambroisie à feuilles d'armoise. Vous en avez beaucoup en fait qui existent. Vous pouvez trouver ces listes-là en fait au niveau des conservatoires naturels qui sont proches de chez vous. Donc il y a le conservatoire naturel de Brest qui en donne une liste pour spécifiquement pour tout ce qui est massif américain, tout ce qui est région justement de la Bretagne. Et vous en trouvez aussi une liste au niveau français, au niveau européen. Vous avez facilement sur internet en fait ces listes-là qui sont du coup donc des listes de plantes invasives prouvées, de listes de plantes invasives qui ont potentiel. Donc voilà, vous pouvez trouver ça facilement sur internet. Ce qui est important à voir au-delà de l'aspect invasif des espèces envahissantes exotiques, enfin de l'aspect en fait du coup qu'elles envahissent tout le milieu et qui peuvent en fait causer des dommages très importants, et l'extraction d'espèces. Hein, il y a que je retrouvais un chiffre, j'avais tiré d'un article très intéressant. Je crois qu'il y avait à peu près 20% de certaines espèces qui si au niveau mondial, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'était au niveau mondial, mais je retrouverai le chiffre tout à l'heure. 20% en fait d'espèces apparemment qui seraient qui auraient disparu du simple fait de faune ou de flore invasive. 20% d'espèces dans le monde. Donc c'est pour vous dire quand même le taux d'extinction causé par les espèces exotiques envahissantes est assez important. C'est pas un phénomène négligeable, notamment dans les îles. En fait, c'est surtout dans les îles qu'on trouve ce phénomène en fait qui est encore plus rapide, encore plus violent, où en fait des espèces qui avaient coévolué ensemble de manière très spécifique dans un milieu très spécifique pendant des millions d'années, en fait donc avec une flore et une faune très spécifiques, se retrouvent d'un seul coup confrontés en fait à des espèces qui colonisent très facilement les milieux, qui sont très opportunistes au niveau des ressources, vont pouvoir faire disparaître du coup très rapidement des espèces. On peut trouver des exemples par exemple de rats qui ont été ramenés dans des îles par la colonisation d'îles par les blancs européens par exemple, qui ont fait disparaître en très peu de temps en fait des micro-mammifères dans ces îles-là. On a aussi l'exemple aussi par exemple de résineux en Amazonie qui sont en train de faire disparaître plein d'espèces indigènes locales. En Amérique aussi, on a des exemples importants de plantes européennes qui pour le coup sont invasives en Amérique du Nord et font disparaître sur des centaines de milliers d'hectares des espèces indigènes, et sont en train de faire disparaître du coup clairement même carrément les espèces en elles-mêmes, non pas les populations. Donc on retrouve ces phénomènes un peu partout dans le monde en fait. Donc c'est pas que en France qu'on trouve ce phénomène de disparition d'espèces liées à des espèces exotiques envahissantes, mais c'est juste pour vous dire en fait que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que toute espèce exotique en elle-même va poser un problème au niveau de la biodiversité. C'est pour ça aussi que je voulais faire ce live. C'était pour vous dire aussi qu'il fallait faire attention en fait dans tous les cas à ramener trop d'espèces exotiques dans vos jardins. Par exemple, je peux prendre l'exemple, imaginons vous avez envie de faire un jardin forêt avec plein d'espèces qui viennent d'ailleurs, parce que vous trouvez ça magnifique et incroyable, les agrumes par exemple, ou je sais pas, les kiwis, etc. Vous avez envie de mettre beaucoup d'espèces exotiques venant d'ailleurs, majoritairement ça.
Et vous vous dites en plus, de toute façon avec le réchauffement climatique, les espèces indigènes vont pas réussir à survivre. De toute façon, voilà, il faut adapter au plus vite son jardin aux enjeux du réchauffement climatique, donc à des espèces du sud, voire des espèces d'autres continents plus chauds. Le problème, c'est qu'en fait, c'est oublier une des lois fondamentales de l'écologie scientifique, qui est la coévolution entre espèces. C'est-à-dire en fait que ce qui détermine toutes les chaînes trophiques, donc toutes les chaînes de producteurs de matière organique, donc ça va être toutes les plantes. Après, ça va être les consommateurs, primaires, secondaires, donc ça peut être par exemple un micro-mammifère, qui va après lui-même être mangé par un consommateur secondaire, qui a une buse, par exemple. Avec aussi tout ce qui est consommateur type parasitaire, on a aussi tous les parasites, qui vont eux-mêmes nourrir, par exemple, des oiseaux, qui vont manger des parasites, ou d'autres insectes, qui vont manger eux-mêmes des insectes parasites, donc des parasites des plantes, qui vont être mangés par des insectes parasites. Donc je prends l'exemple par exemple de la coccinelle ou de la cirfe, qui en fait a besoin de grosses communautés d'insectes parasites des plantes pour pouvoir se reproduire. Si, si vous avez du coup une plante qui a coévolué pendant des milliers d'années, vous imaginez bien du coup qu'il y a plein d'interactions qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'en fait il y a, par exemple, je prends l'exemple du chêne. Le chêne abrite à peu près environ 300 espèces parasites. Le chêne pédonculé. C'est énorme. C'est le ligneux, c'est l'espèce, donc c'est arbre et arbuste qui en France, en Europe de l'Ouest, accueille le plus d'espèces parasites, tout en survivant, tout en arrivant très bien à vivre. Et du coup, il nourrit donc 300 espèces parasites, 300 espèces d'insectes parasites. Ça veut dire derrière qu'il y a un tas de chaînes alimentaires incroyables, importants qui se créent, avec des insectes, du coup, spécifiques à certains insectes parasites qui vont pouvoir, du coup, se reproduire parce que il y a ces espèces parasites sur le chêne. Et aussi tout simplement des insectes aussi, enfin des oiseaux aussi, insectivores, qui vont pouvoir trouver la ressource suffisamment abondante pour pouvoir être présents dans le milieu, et qui vont pouvoir du coup aussi, puisqu'ils ont une ressource suffisamment abondante, pouvoir aussi être présents pour réguler les espèces parasites dans votre jardin. Même si en soi, je le rappelle, faut sortir aussi de la vision, comment dire, utilitaire de l'écologie, parce que ça me dérange un peu des fois, parce qu'on a tendance à justifier toute espèce par son utilité au jardin ou autre. Mais bon, voilà, je le rappelle quand même que si on veut avoir une régulation naturelle des parasites au jardin, il faut avoir pas mal de parasites au jardin. C'est-à-dire en fait qu'il faut avoir pas mal de milieux naturels qui vont pouvoir accueillir la ressource nécessaire pour qu'il y ait suffisamment de ressources pour les insectes auxiliaires et les oiseaux auxiliaires et les micro-mammifères et tout ce qui est auxiliaire. Enfin voilà, amphibiens, on peut les hérissons, etc. Il faut qu'il y ait vraiment tout ce qu'il faut comme ressources présentes pour qu'il y ait suffisamment de parasites et donc suffisamment de ressources pour que ces espèces-là puissent survivre suffisamment dans l'année. Donc si vous amenez des espèces qui viennent d'ailleurs, des espèces exotiques, même qui sont pas envahissantes, en soi, voilà. Moi j'en ai sur ma ferme, par exemple, j'ai planté des kiwis qui n'ont pas marché à cause du gel. Voilà, faut que je les protège mieux. Mais voilà, j'ai l'idée de planter voilà des agrumes, par exemple, j'ai envie de planter quelques agrumes. Par contre, je vais pas en faire la majorité de mes plantations fruitières. Je continue à planter, je continuerai à planter des pommiers, des poiriers, des pruniers, etc. Si vous mettez un actinidia, donc un kiwi, ou un citrus, par exemple, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'en fait, ces espèces-là n'ont pas coévolué pendant des milliers d'années, un million d'années, dans nos contrées ici, avec toutes les espèces de parasites qu'on peut trouver. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura quasiment pas de chaîne alimentaire présent sur ces arbres. Donc, en fait, donc déjà, ça veut dire que ça va être un désert végétal en soi. Il n'y aura quasiment pas de nourriture pour les espèces en question, les espèces de parasites. Et donc, ça va dire qu'il y aura déjà moins de biodiversité au jardin. Mais en plus de ça, ça prend la place, du coup, aussi d'un autre arbre potentiel que vous aurez pu planter à la place, d'un pommier ou d'un poirier autre, qui aurait pu, lui, par contre, être intéressant parce qu'il aurait accueilli des espèces parasites qui auraient permis de nourrir, du coup, toute une chaîne alimentaire importante d'oiseaux insectivores, d'insectes qui se nourrissent des parasites, etc., etc. Donc déjà, ça pose en soi, déjà ça, un problème. C'était un point aussi sur lequel je voulais aborder parce que c'est pas souvent abordé, malheureusement, dans pas mal de bouquins de jardinage en permaculture ou cette question-là. Donc faites attention à cette question-là, vraiment à la question de la diversité au jardin, à vouloir amener plein d'exotiques, c'est intéressant en soi, et moi je pense, enfin je compte en amener aussi, et j'en amène déjà un petit peu. Mais plus vous allez en emmener, plus ayez en compte cet aspect-là que vous allez appauvrir potentiellement aussi la ressource pour les espèces indigènes
de votre jardin. Et les espèces aussi en plus intéressantes pour vous aussi d'auxiliaires, du coup, au jardin. Donc ça, c'est une question assez importante. Désolé, j'ai pensé à faire un petit plan, donc je vais en faire un petit peu au plan pour mon interview, parce qu'il y avait certaines questions que j'ai pas envie d'oublier par rapport à ces questions-là. Il y avait aussi un point aussi important aussi sur les pollinisateurs, donc je voulais vous parler aussi. Par exemple, et aussi sur en fait la question des espèces généralistes ou non généralistes. Je prends l'exemple du bulilia faux papillon. Pour les papillons, on sait que du coup les papillons, certains papillons se nourrissent du coup sur le bulilia faux papillon, du coup du nectar qu'il peut y avoir présent. Le problème c'est que on va avoir pas toutes les espèces de papillons qui vont s'y nourrir. Et pareil au niveau des cycles larvaires, faut savoir qu'il y a des, par exemple l'ortie, je prends l'exemple de l'ortie qui accueille énormément de cycles larvaires d'insectes. Il faut savoir que sur le bulilia faux papillon par exemple, vous aurez que quelques espèces seulement de papillons qui vont s'y nourrir, et quasiment pas d'espèces qui vont faire leur cycle larvaire là-dessus. Ça c'est très important, avec derrière des chenilles, quasiment pas de chenilles qui vont pouvoir se nourrir aussi de cette plante-là. Donc en fait, on va être sur une espèce, on va se dire c'est bon, y a des insectes qui tournent autour, le bulilia faux papillon c'est intéressant, pourquoi on dit que c'est une espèce qui est pas chouette, qui est une espèce exotique envahissante, qui appauvrit la biodiversité, regardez, il y a quand même des espèces qui s'y nourrissent. Ok, mais le problème c'est qu'en fait, il faut savoir que cette espèce-là déjà ne nourrit que quelques espèces qui sont des espèces qu'on appelle opportunistes de papillons. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se nourrir facilement sur plein d'espèces en fait, de plantes, de nectar. Et elles vont prendre la place aussi de d'autres espèces, du coup, très spécifiques. Il faut savoir que sur une fleur d'une prairie, une fleur d'une prairie naturelle, on peut trouver normalement plusieurs dizaines d'espèces. Alors que vous avez une jachère ou qui a été colonisée par des bulilia faux papillons, vous allez trouver que du bulilia faux papillon quasiment. Ou je prends l'exemple aussi du Robinephora acacia. Et du coup, ça va en pollinisation, ça va être ça va nourrir que quelques espèces seulement de papillons qui vont par contre plus trouver du coup des espèces très particulières sur lesquelles en fait elles aient besoin de pouvoir se nourrir en fait. C'est-à-dire que pareil sur les abeilles sauvages, pareil sur des espèces de mouches, on sait que il y a des espèces qui ont coévolué étroitement avec une espèce seulement de plante ou plusieurs espèces, mais que quelques espèces de plantes. C'est une coévolution très étroite. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on a des cascades, d'extinction, qui sont assez brutales, parce qu'en fait, il suffit qu'il y ait une plante qui disparaisse, par exemple, pour avoir, pareil, derrière l'espèce d'insecte qui s'y nourrit très étroitement, qui est très corrélé à cette nourriture-là, cette plante-là, pour qu'elle disparaisse aussi. C'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui actuellement aussi dans les milieux, c'est que la disparition d'espèces, même pareil, ça peut être un insecte qui disparaît, pareil, une abeille sauvage qui disparaît, ça peut provoquer l'extinction aussi de la plante qui avait étroitement besoin de cette espèce d'abeille sauvage pour pouvoir vraiment assurer une pollinisation efficace. Parce que vous savez qu'il y a des abeilles sauvages qui ont des pièces buccales adaptées, des pièces, qui sont morphologiquement adaptées, pour pouvoir réellement polliniser la plante. C'est pas parce que vous voyez une abeille domestique aller sur plein de plantes que vous êtes assuré qu'il y ait des pollinisations. Il faut savoir que c'est une croyance, ça aussi, la pollinisation, 80% des plantes à fleurs seraient pollinisées par l'abeille domestique, c'est faux. C'est archi faux, et faut savoir qu'il est faux toute la diversité des abeilles sauvages qu'on a en Europe pour pouvoir être sûr que toutes les plantes à fleurs soient pollinisées. Donc en fait, c'est vraiment l'écologie scientifique, c'est vraiment une histoire d'interaction étroite entre beaucoup d'espèces, avec des coévolutions très étroites entre beaucoup d'espèces, et sur des milieux très spécifiques. Donc en fait, c'est ce qui fait aussi la richesse de notre milieu aussi. C'est ce qui fait, la richesse aussi de la planète Terre, c'est que tous les phénomènes de dérive des plaques tectoniques, d'isolement aussi insulaire, de séparation par des chaînes de montagnes ou par des mers, etc., de différentes espèces. Il y a eu du coup différenciation, évolution en fait, de plein d'espèces de manière différenciée sur plein d'endroits donnés. C'est ce qui fait qu'on a une biodiversité incroyable sur Terre. C'est cette différenciation sur plein de milieux donnés, de plein d'espèces, avec des coévolutions en plus très spécifiques entre ces espèces dans ces milieux donnés-là. Et le problème en fait avec la question des plantes exotiques, avec en plus cette possibilité pour pas mal d'espèces d'être pionnières très facilement, de pouvoir être opportunistes dans des milieux très facilement. Donc c'est la caractéristique souvent des espèces exotiques envahissantes, c'est qu'elles ont une capacité à être pionnières en plus dans leur milieu d'origine, ou d'être opportunistes, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter à des milieux différents.
on assiste à une homogénéisation en fait du vivant à l'échelle de la planète. On assiste en fait à ça en fait. Et le problème c'est que quand on a un minimum de préoccupation pour le vivant, et c'est un peu ce qui me pose question dans le milieu de la permaculture, des fois dans le milieu jardin-forêt, bah on doit se dire, là on a un impact en tant que comme enfin qu'être humain, tiens, désolé, je vais y arriver, c'est facile. En tant qu'être humain, on a une responsabilité importante, puisqu'en fait avec la mondialisation des échanges, avec notre capacité d'action aussi via les outils, via une capacité aussi à reproduire facilement les plantes dans un milieu donné, à pouvoir en emporter facilement. On a une capacité d'action qui n'a jamais été vue quasiment dans l'échelle à l'échelle de la planète. Une capacité d'action à grande échelle sur l'ensemble de la planète, très rapidement, à une échelle très courte. Et du coup, on est en train d'homogénéiser le vivant à une échelle très courte. Et ça pose des grosses questions quand même, en termes de biodiversité, en termes d'adaptation aussi des espèces à des milieux donnés. Parce que aussi c'est une richesse spécifique qui est en train de se perdre, une richesse aussi d'évolution pour le futur, qui est en train de se perdre avec la disparition majeure de nombre d'espèces. Y en a qui se disent oui mais c'est pas grave, la nature s'en remettra, ou on a déjà vu ça, des extinctions majeures, voilà. Sauf qu'il a fallu des centaines de millions d'années avant de retrouver des biodiversités équivalentes. Enfin, c'est pas quand vous avez des dizaines de millions, quand on a actuellement la sixième extinction majeure du vivant, quand vous avez des millions d'espèces qui disparaissent, comme c'est en train de se faire, c'est pas avant des dizaines de millions d'années qu'on va retrouver en fait la biodiversité spécifique qu'on a aujourd'hui sur Terre. On est déjà, de toute façon, on sait il faudra déjà des dizaines de millions d'années pour retrouver les biodiversités qu'on avait il y a 100 à 200 ans. Et donc en fait là, quand on a un minimum de préoccupation pour le vivant, quand on se dit jardinier permaculteur, ou quand on se dit qu'on veut se réinsérer dans le vivant, essayer de faire attention à ce qu'on fait, essayer de prendre soin du vivant, bah en fait l'abondance au jardin, la production de plein de plantes, l'abondance de fruits au jardin, elle passe en second plan en fait. C'est-à-dire qu'on doit avoir en premier lieu comme préoccupation d'essayer de faire attention à nos actions en fait, d'essayer de faire attention à ce qu'on peut faire comme acte en fait, et même avec les meilleures préoccupations du monde, on peut faire des conséquences dommageables au jardin. Et c'est un peu cette question d'humilité, un peu de posture, d'humilité par rapport au vivant qui me pose question, parce que en fait on a vraiment cette question-là qui est vite écartée par mal d'auteurs et d'autrices sur le permaculture, ou de formateurs, formatrices, en mode voilà, ça s'est déjà vu dans l'histoire de la planète, et ça s'adaptera, et etc., et ce qui est hors sol, ce qui n'est pas du tout ce qui est faux, et ce qui me pose question un petit peu sur la manière dont ces personnes-là, dont leur point de vue par rapport au vivant en fait quoi. Et donc je pense qu'il y a vraiment une question là-dessus qui est vraiment centrale, sur faire gaffe en fait à ce qu'on fait, dans tous les cas, à tout acte qu'on pense même bien. Je pense aussi, j'en avais parlé vite fait sur le live sur les friches aussi, sur la question des ruches qu'on amène de plus en plus partout là. Il y a même des startups qui sont lancées là-dessus pour soi-disant sauver la biodiversité, alors qu'en fait les ruches d'abeilles domestiques, ce que vous faites en amenant en fait, c'est appauvrir la biodiversité. Vous appauvrissez la biodiversité des abeilles sauvages en fait. Vous êtes en train de concurrencer grandement la biodiversité des abeilles sauvages. Donc c'est, même en croyant bien faire, on peut faire de belles bêtises au jardin. Et quand on peut éviter du coup d'amener des espèces qui peuvent causer des dégâts, comme les espèces exotiques envahissantes, ou en tout cas voilà qui peuvent vraiment, oui, réellement causer des dégâts, et ben autant le faire. Et surtout qu'en plus il y a quelque chose qui est pour moi aussi important, c'est que la flore indigène, la flore qu'on a autour de chez nous, en fait on devrait s'y réintéresser aussi à nouveau, parce qu'on a beaucoup de choses à redécouvrir là-dessus, qui ont été perdues en fait, qui se sont perdues au niveau du savoir et savoir-faire, et des utilisations qu'on en faisait autrefois en fait. Je pense aux néfliers, aux cognaciers, par exemple aux cormiers, qui sont plus du tout utilisés comme fruits, qui étaient alors autrefois beaucoup utilisés, et qui sont des fruits pourtant qui peuvent être très savoureux, et qu'on peut mélanger par exemple avec de la poire ou de la pomme et en faire quelque chose d'assez sympa, mais qui sont plus tout utilisés. On préfère de l'exotique, ça paraît plus sympa, plus enfin voilà, il y a quelque chose aussi d'assez je pense qui nous attire aussi dans ça, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à chercher aussi du côté de l'ethnobotanique, du côté donc l'ethnobotanique, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment l'utilisation des plantes en fait par les peuples, et de la manière dont les peuples au niveau de leur culture coévoluent avec les plantes, et la manière dont ils l'intègrent en fait dans leur culture, et les usages qu'ils en font, etc., etc.
et c'est passionnant, et je vous conseille vraiment à ce niveau-là Pierre Le Tagui. Pierre Le Tagui qui a fait le livre des arbres et arbustes et arbrisseaux, et aussi le livre des bonnes herbes, qui a fait un travail de fou pour redécouvrir en France, enfin pour préserver en fait les savoirs et savoir-faire autour des plantes en France. Et c'est déjà incroyable ce qu'on peut découvrir sur ce qu'on peut faire déjà avec les plantes indigènes. Donc je dis pas qu'il faut pas amener de plantes qui sont pas, enfin qu'il faut pas amener de plantes exotiques. C'est juste faites attention en amenant, amenez-en enfin n'amenez pas, n'en faites pas la majorité de vos plantations par exemple fruitières. Et surtout évitez absolument les plantes exotiques, invasives, envahissantes, qui provoquent, et c'est prouvé par nombre d'études scientifiques, par nombre de rapports nationaux, qui provoquent des grands dégâts dans le milieu naturel. Et vous avez qu'à voir faire des sorties naturalistes dans les parcs naturels. Vous allez voir en fait plein de naturalistes qui vont dire en fait que c'est une catastrophe qu'ils observent dans plein de milieux naturels. Donc il y a qu'à aller se balader et je vous conseille d'ailleurs des sorties naturalistes, ça permet de se former aussi au vivant, à l'éducation au vivant, à ce qui nous entoure, aux espèces qui nous entourent, et aussi à l'écologie scientifique, à comprendre mieux les milieux, ce que sont que les milieux qu'on a autour de chez nous, comment ils évoluent naturellement, c'est quoi les perturbations principales qu'il y a aujourd'hui, donc qui font qu'ils sont menacés, comment on pourrait faire pour les préserver, etc., etc. Donc ça vaut le coup de faire ça. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs, mais je regardais les plans en même temps. N'hésitez pas à me poser des questions en entendant. Voilà, c'est peut-être le temps un petit peu de venir déjà un petit peu de me poser des questions. Et en même temps, je regarde si j'ai oublié des choses à dire sur ces questions-là. Tac, 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 tac. Je me suis fait, voilà. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, là, c'est le moment. Ou des précisions par rapport à ce que j'ai dit, hein, n'hésitez pas aussi. Hein. C'est possible que j'ai oublié des choses, ou que j'ai même pu faire des erreurs dans le live aussi. N'hésitez pas, je suis pas non plus écologue ou enfin j'ai pas fait des études d'écologie scientifique ou autre, mais même si je m'intéresse beaucoup, et même si c'est une question qui m'intéresse, enfin voilà, énormément, et j'ai lu pas mal là-dessus, mais voilà, il est possible aussi que j'ai fait des erreurs ou des imprécisions, donc il faut pas hésiter aussi à me repréciser des choses que j'aurais pu oublier ou mal exprimer. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur la question quasiment. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Ah oui, donc aussi, je voulais vous dire aussi, parler aussi vite fait d'une limite. Alors oui, quelque chose d'important. La lutte contre les plantes invasives, elle est assez hypocrite par contre, parce que ou la faune invasive, mais notamment des plantes invasives. Elle est assez hypocrite parce que en fait, on autorise encore majoritairement la vente des plantes considérées comme exotiques envahissantes dans les pépinières. Ça veut dire que l'Union Européenne donnait un budget de, je sais plus combien j'ai pas envie de dire des bêtises, hein, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs milliards d'euros chaque année pour lutter contre du coup la colonisation et des plantes exotiques envahissantes dans les milieux naturels. Et donc du coup la disparition d'espèces, ou en tout cas la disparition de plusieurs populations dans certains milieux. Et du coup, il y a vraiment une hypocrisie là-dessus, parce qu'on consacre un budget énorme à lutter contre un fait qui est avéré, hein. Effectivement, il y a des milieux où c'est vraiment une catastrophe. Il faut aller voir vous balader. Des fois, moi, j'ai vu des choses incroyables. Je crois que c'était au bord de la Loire, vers Angers, des dizaines d'hectares où il y avait que je sais, oublié la plante en question. C'était pas la vertu. C'était l'élante, je crois. Je sais plus si je me trompe de plante, mais c'était une plante, mais sur des dizaines d'hectares, il y avait que ça. C'était impressionnant, il n'y avait plus rien, plus aucune autre plante. Et avec aucune espèce derrière parasite ou aucune espèce auxiliaire, donc c'était vraiment un désert végétal, un désert biologique. Mais du coup, on y consacre énormément d'argent. Et en plus, ce qui est assez hypocrite, c'est que malheureusement, c'est presque souvent à perte, puisqu'une fois que des plantes exotiques envahissantes se sont bien implantées dans des milieux, et à grande échelle, c'est quasiment impossible de s'en débarrasser. Malheureusement, voilà, donc en fait, on doit un peu faire avec, et surtout, en fait, il y a des auteurs qui ont pas mal parlé de ça, c'est assez intéressant, qui ont parlé du fait qu'en fait, la meilleure manière de lutter contre l'envahissement des plantes exotiques envahissantes, voilà, c'est en fait, tout simplement, en fait, de laisser faire la nature, c'est-à-dire de laisser la libre évolution se faire, de laisser la friche, en fait, évoluer. Ce qui va un peu à l'encontre de pas mal de méthodes de gestion en France qui sont plutôt vers réouvrir au plus vite les milieux ouverts dès qu'ils se referment, enfin dès que les milieux ouverts se referment,
Dès qu'en fait on va vers la friche ou vers la forêt, ou voilà, c'est de réouvrir au plus. Mais en fait, les milieux ouverts en fait favorisent les plantes exotiques envahissantes. Parce qu'une fois que vous avez déjà des plantes indigènes implantées, de colonisation naturelle ici, on va dire par exemple des ronces, ce qu'on a d'ailleurs la ronce qu'on appelle envahissante, mais qui est une envahissante indigène, du coup qui ne pose pas de problème, puisque en plus elle est le support d'énormément de vie, de chaînes alimentaires dans nos milieux, et en plus elle finit par péricliter au bout d'un moment, par d'autres espèces qui finissent par prendre le dessus, donc des aubépines, des prunelliers, et tout simplement des arbres et arbustes qui vont finir par faire la forêt. Et la forêt, du coup, comme la ronce c'est une plante héliophile qui a besoin de lumière, elle va finir par disparaître au bout d'un moment, au détriment de la forêt, enfin au bénéfice de la forêt, je veux dire. Et donc voilà, c'est un auteur que je pense, Jean-Claude Génaud, qui a beaucoup parlé de ça, justement, que la meilleure lutte contre les plantes exotiques envahissantes, c'était la friche. Mais donc, surtout, ce qui est un peu hypocrite, c'est que les pépinières sont autorisées encore à en vendre. Donc, il y a un travail à faire en tant que jardinier, préoccupé par le vivant, c'est déjà de faire pression sur les pépinières pour arrêter, enfin, les pépinières, vous connaissez, faut qu'elles arrêtent d'en vendre. Ah, tout simplement, par exemple, qu'elles disent, enfin, au bout d'un moment, si les pépiniéristes ont un minimum de bon sens et veulent un minimum bien faire les choses et éviter d'aggraver les choses, parce que même si c'est avéré qu'on peut plus trop lutter contre pas mal de plantes invasives aujourd'hui, bah autant ne pas aggraver le problème et encore plus disséminer dans les milieux ces plantes-là. Donc autant ne pas y participer non plus, quoi. C'est pas parce que par exemple il y a la pollution plastique elle est partout que on va continuer à jeter du plastique partout. Donc c'est pas parce que le réchauffement climatique il est en cours, qu'il y a plein de gens qui polluent qu'on pollue encore plus. Enfin voilà, c'est un peu cette logique là, quoi. C'est bah même si malheureusement il y a une partie du problème qui est présente et qu'on pourra pas lutter complètement contre le problème, enfin qu'il y a une partie du problème qui n'est pas résolvable, et ben on va pas continuer à l'aggraver, quoi. C'est un peu la logique, quoi. Donc du coup autant ne pas participer à ça un peu plus, quoi. Donc s'il y a un des moyens de lutte déjà contre ces plantes exotiques envahissantes, c'est déjà le plus possible laisser faire la libre évolution dans les territoires, faire pression sur les pépiniéristes pour qu'ils arrêtent d'en vendre, puisque malheureusement la plupart sont encore autorisées à être vendues, alors qu'elles sont classées par l'État français. Donc c'est l'État français qui autorise la vente, mais qui en même temps les classe comme espèces exotiques envahissantes. Et aussi, bah tout simplement aussi dans vos zones de jardin, il y a une méthode tout simple aussi quand vous avez, par exemple moi je pense à une qui est dans un de mes champs de maraîchage, c'est une plante exotique envahissante, c'est je vais y arriver, la Datura. Bah du coup le meilleur moyen c'est que là bah je vais dans pas longtemps dans ce champ là j'arrêterai le maraîchage parce que là commence à se disséminer, chaque année c'est de pire en pire, malgré le fait je les désherbe dès que je peux, il y a quand même ça se dissémine très vite, c'est un pouvoir de dissémination des graines qui est incroyable. C'est une des caractéristiques justement d'ailleurs des plantes exotiques envahissantes, le pouvoir de dissémination des graines, des drageons, enfin bah, bref. Et du coup bah c'est des engrais verts, les couverts végétaux, c'est-à-dire que ça va être des graminées par exemple comme l'avoine ou du sarrasin, etc. Des couverts végétaux en fait, des engrais verts. Le terme, on dit engrais verts ou couverts végétaux, c'est mieux couverts végétaux d'ailleurs, mais c'est les couverts végétaux qui vont le mieux lutter contre ça dans les milieux ouverts, si en tout cas le milieu est voué à rester ouvert pour être cultivé par exemple, si vous voulez continuer à cultiver. Voilà, en tout cas, c'est ça. Alors je vais répondre vite fait à des questions, et je pense qu'après j'aurai quasiment tout dit, mais il reste quelques petits trucs. Hey Johan, alors question de Dupen et des chats. Hey Johan, est-ce que tu perçois dans les milieux militants un discours critique sur les plantes invasives par analogie avec les xénophobie? C'est des choses assez populaires en sciences sociales. Oui, alors justement c'est un truc qui m'énerve à entendre ça parce que déjà quand on parle des plantes exotiques envahissantes, on parle de l'écologie scientifique. On n'est pas dans les sciences sociales en fait, et c'est très dangereux ces raccourcis. Mais ça peut le faire aussi, hein. Par exemple, on entend parler par exemple aussi de l'arbre nourricier qui va nourrir ses enfants pour qu'ils s'épanouissent après. C'est faux. Et c'est faire des analogies, enfin c'est de faire l'anthropomorphisme, ça déjà. Et en plus c'est faire des raccourcis de malade. Enfin on est en écologie scientifique, on n'est pas dans les sciences sociales, quoi. Enfin on n'est pas dans la sociologie, on n'est pas dans la psychologie, on n'est pas dans l'étude politique, des choses. Enfin on parle pas du tout de la même chose en fait là. Déjà, si on pouvait limite faire une analogie, ce serait plutôt la colonisation occidentale et qui continue encore aujourd'hui, avec en fait le génocide culturel qui est en cours dans le monde et qui malheureusement est quasiment terminé. C'est vrai, on a homogénéisé culturellement en fait le monde en fait. On a occidentalisé le monde en fait. Et encore, là je m'avance beaucoup dans ce raccourci parce que j'aime pas comparer
justement ce qui se passe dans le milieu naturel avec ce qui se passe dans au niveau de société humaine, parce que pour moi je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Mais voilà, si on pouvait vraiment trouver une analogie, ce serait plutôt ça en fait. Ce serait pas la question des frontières en fait, avec une question de xénophobie soi-disant, parce que on parle des plantes exotiques envahissantes, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois dans le milieu militant cette question-là, que dès qu'on parle des plantes exotiques envahissantes, oh là là, on fait des preuves de xénophobie quoi. Enfin, mais pas du tout quoi. Enfin, malheureusement c'est un fait scientifique. Enfin, si on lutte contre le changement climatique, si on lutte contre la pollution des milieux, si on lutte contre les pesticides parce que on est en train de voir le vivant disparaître, parce que ça nous préoccupe, ça nous touche, et ben on devrait aussi lutter contre les plantes exotiques envahissantes parce que c'est prouvé scientifiquement que c'est une des premières causes d'extinction du vivant dans le monde quoi. Enfin, c'est pas pour rien. Enfin voilà, c'est juste un fait quoi, scientifique. Et du coup je vois pas ce que avoir la xénophobie là-dedans, ça n'a rien à voir quoi. Et il y a même pas une question de frontières, parce qu'en plus les plantes ne connaissent pas de frontières, même je veux dire il y a plein de plantes indigènes de France qu'on va retrouver dans d'autres pays européens, qu'on va même retrouver même aussi en Amérique, enfin je veux dire en Méditerranée du Sud, donc au Maroc, au Maghreb, etc. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de plantes en fait au niveau européen qui sont spécifiques au milieu européen parce que le milieu européen a connu des ères glaciaires interglaciaires successives pendant plus de 3 millions d'années, qui ont fait qu'en fait, on en a une flore beaucoup plus réduite quand même que dans d'autres milieux tempérés, comme en Amérique du Nord ou en Chine, mais du coup qui est très spécifique à nos milieux, qui est lié à cette spécificité d'ère glaciaire interglaciaire, avec la Méditerranée qui est une frontière naturelle, les montagnes aussi qui étaient des frontières naturelles, qui ont empêché le recul de beaucoup de plantes, qui n'ont pas réussi à survivre aux ères glaciaires interglaciaires, et qui n'ont pas pu après remonter. Alors qu'aux États-Unis, vous avez une forêt, par exemple, tempérée, qui est beaucoup plus riche que la nôtre. Je sais plus combien d'espèces il y a dans les forêts tempérées aux États-Unis, mais c'est énorme par rapport à chez nous. Et là, la migration des plantes se fait plus facilement aussi, du sud vers le nord, parce que vous avez du coup pas la frontière naturelle qui est la Méditerranée. Mais du coup, c'est pas une question de frontières étatiques, de frontières culturelles, de frontières, enfin voilà, quand t'es construite socialement, étatiquement, enfin par des pouvoirs politiques. Bref, ça n'a rien à voir en fait. Là, on parle pas du tout de la même chose. Ce qui a fait la diversité des plantes et du vivant qu'on veut protéger, enfin je pense de la biodiversité en général sur Terre, c'est la différenciation sur Terre dans des milieux spécifiques donnés, liés à des contextes justement climatiques, géographiques, des insularités différentes. L'Australie, par exemple, sa flore et sa faune très spécifiques, c'est lié à l'insularité en fait de l'Australie pendant des millions d'années, qui en tout cas, enfin pas totalement d'ailleurs, pas total, mais en tout cas l'Océanie en général a été assez différenciée de tout le reste du continent eurasien, et c'est ce qui a fait sa richesse, sa biodiversité, sa beauté justement spécifique. Et là, et là par exemple, il y a l'exemple du chat qui a été ramené, l'exemple de plein d'espèces qui ont été ramenées en fait en Australie, qui ont fait des ravages monstrueux et qui sont en train de faire éteindre plein de populations locales d'Australie qu'on ne retrouvera plus après. Enfin, qui vont disparaître définitivement. Est-ce que pour autant on parlera de xénophobie en disant que le chat malheureusement a été une espèce exotique envahissante et en train de faire disparaître ces espèces-là et qu'il leur a pas fallu le ramener? Bah non, c'est pas une question de xénophobie, c'est juste une question de préoccupation du vivant en fait. Il faut se préoccuper d'espèces qui disparaissent et disparaîtront à cause de ces espèces-là quoi. Donc voilà, mais c'est une question qui est énervante, ces questions de et question qui est souvent, mais merci de l'avoir posée, hein, je dis pas que c'est énorme, mais c'est une question effectivement qui revient souvent quoi. Et pour moi c'est un raccourci ultra facile et qui n'a rien à faire dans ce qu'on parle aujourd'hui, enfin dans l'écologie scientifique en fait. Voilà. Mais voilà. Alors du coup je lis la suite, hein, super souvent intéressant, mais ça peut freiner la lutte contre le problème, j'imagine, ouais. Je pense à des choses comme la baie africaine aux US ou le frelon exotique chez nous par exemple, effectivement. C'est une flore, il y a tellement de pépites qui viennent des espèces hyper problématiques, ouais, clairement, ouais. Voilà. Et oui, la natura colonise très vite. Donc je lis en même temps, ouais, du coup, les quelques commentaires. Mais du coup, ouais, donc voilà, un peu pour cette question-là. Effectivement, qui était une question intéressante, merci de la reposer. Je réfléchis, je regarde vite fait si j'ai oublié d'autres choses. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport à la question de ces espèces exotiques envahissantes. Faut pas hésiter. Ce qu'on va finir dans le live dans pas longtemps, je pense. Tac. Ah oui, aussi faire pression sur vos communes et vos villes aussi, pour implanter, semer, bouturer un maximum d'espèces indigènes locales, et laisser des espaces en friche, ça c'est hyper important.
Pareil, je vois j'ai la chair fleurie, enfin c'est quoi, non, souvent ce qui est semé, c'est n'importe quoi, ça a aucun intérêt au niveau des espèces auxiliaires et de pollinisateurs. Euh, et c'est, enfin voilà, par exemple des crocus n'ont aucun intérêt, c'est beau, c'est joli, mais enfin voilà, ce qui est la meilleure des jachères fleuries, c'est en fait c'est un espace que vous n'allez pas faucher pendant 1 an, 2 ans, de manière assez régulière. Vous allez faire une fauche par exemple tardive sur juste au bout d'1 an par exemple, et vous allez faire ça de manière régulière. Et au bout d'un moment, naturellement, vous aurez une jachère fleurie en fait, avec des espèces indigènes qui vont accueillir énormément d'auxiliaires, énormément de parasites, et du coup vous allez avoir un milieu très diversifié, très riche, en très peu de temps. Donc en fait, enfin voilà, les espèces indigènes, elles sont là en fait, elles sont présentes naturellement en fait. On a juste quelques pratiques toutes bêtes à mettre en place pour les favoriser en fait. Et faut vraiment promouvoir ça parce que souvent on cherche le beau, le clinquant, les fleurs qui vont être pétantes, qui vont être énormes, etc. Et donc on va chercher par exemple des espèces justement exotiques pour ça aussi notamment. Mais derrière, elles n'ont aucun intérêt. Enfin, là, vous allez avoir aucun pollinisateur quasiment là-dessus. Par exemple, la plupart des grosses fleurs sont incapables d'être pollinisées. Il n'y a pas de pollinisation possible quasiment sur les grosses fleurs. On a favorisé en fait le grossissement des pétales et des sépales au détriment en fait du pistil et désolé j'ai eu un trou là, mais au détriment du coup des organes reproducteurs de la plante et donc qui distribuent le pollen et le nectar. Et donc du coup enfin ça n'a aucun intérêt en fait. Enfin toutes les espèces ornementales en général n'ont aucun intérêt pour la biodiversité, faut bien le savoir. Enfin et en plus voilà, faut le dire, c'est beau, faut juste revoir notre manière de voir le beau aussi dans la nature aussi, dans les jardins. Je pense qu'il faut aller vers un jardin plus naturel, mais beau différemment. Enfin, voir qu'en fait la beauté, elle peut aussi dans une prairie avec quelques fleurs disséminées par-ci par-là, discrètes, mais en fait qui sont, enfin, moi je trouve ça beau, mais c'est une manière de, faut changer notre rapport aussi au vivant en fait, et notre rapport à la beauté aussi, quoi. Et pas chercher forcément des espèces clinquantes, incroyables. Et pareil aussi pour notre rapport aussi à la nourriture. C'est un peu aussi un privilège hein, de blanc, de pouvoir ramener des produits d'ailleurs, exotiques, etc. Je trouve aussi, enfin, et je pense qu'on a aussi intérêt aussi à redécouvrir ce qui se passe, enfin ce qu'on a aussi comme flore indigène aussi par chez nous quoi. Ah oui, un petit point précis, quand je parle de pas ramener par contre de plantes exotiques, enfin d'éviter d'en ramener trop. Je parle bien de plantes exotiques de continents qui viennent d'ailleurs. Par exemple, des plantes exotiques qui viennent du Proche-Orient, Moyen-Orient, ce sera peut-être possiblement moins grave parce qu'il y a moins de barrières géographiques pour que les espèces qui sont en coévolution, enfin, les insectes qui sont notamment en coévolution, les champignons, etc., qui sont en coévolution avec ces arbres, ou ces arbustes ou ces plantes, puissent migrer elles aussi. Donc par exemple, je pense à du caroubier, le caroubier qui est une espèce qu'on ne trouve pas vraiment ici mais qui finira par venir de plus en plus par exemple avec le réchauffement climatique. Le caroubier, on peut le trouver par exemple en Grèce, on peut le trouver donc en Turquie, etc. Donc là, ces espèces-là poseront moins de problèmes, même si ça accueilleront moins d'espèces que le chêne par exemple, ou le charme, ou le noisetier, ou le pommier, ou le poirier, etc. Mais voilà, il y a moins déjà de soucis quoi. Bouteille d'eau, je recherche des livres sur la faune et la flore de France si quelqu'un a d'autres références que le taillis. Il y en a plein. Là, j'en ai sûrement dans la bibliothèque, là, mais il y a euh, le guide des fleurs de la Chouette Nestlé, je crois. Également des livres sur les systèmes racinaires des différentes plantes. Oula, alors là, c'est très spécifique comme demande. De tête, là, tout de suite, j'ai pas forcément. Par contre, je vais sûrement avoir ça dans la bibliothèque en référence. Et je pense que Solène, je sais pas si elle est encore en direct dans le live, mais Solène Fleur pourrait te répondre, sûrement. Mais autrement, n'hésite pas à essayer de me reposer la question en MP. Sinon, pour essayer de voir si j'en ai pas dans la bibliothèque là, de la ferme. Voilà. Mais en tout cas, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le sujet. J'ai sûrement oublié des choses, hein, parce qu'il y a forcément pas mal de choses à dire. Et peut-être des cas spécifiques. Ah oui, je voulais parler aussi d'un cas spécifique du carnet très rapidement avant de finir. La lutte qu'on a menée contre le projet industriel du carnet. Qui donc c'est fini, enfin entre guillemets, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir obtenu la victoire, mais en tout cas, on a obtenu un moratoire sur le projet de zone industrielle qui devait se faire en bord de la Loire, là. Donc en fait, faut savoir on était sur un site qui avait été artificialisé entre guillemets. C'est-à-dire c'était donc une ancienne île
ni ancienne île de la Loire, qui avait été en partie en fait rattachée au continent, parce que du coup c'était une île, par des remblais massifs de sable. Mais c'était pas fini en fait, parce que c'était en prévision d'une centrale nucléaire qui devait se faire. Il y avait une centrale nucléaire qui devait se faire en bord de Loire, au sud de la Loire, donc entre Nantes et Saint-Nazaire. Et le projet, grâce à des luttes importantes menées par pas mal de camarades dans des années 80 aux années 90, donc ça s'est fini en 97, le projet, ça a été arrêté en 97. Donc le projet donc ça a été arrêté. Et la zone, du coup, a évolué naturellement. Il y a quasiment eu pas d'intervention, juste des interventions pour garder des chemins ouverts par des chasseurs du Grand Port maritime qui voulaient chasser sur la zone. Mais du coup, il y a eu pas mal de zones qui ont été laissées en libre évolution. Et donc, ça donnait vraiment il y avait vraiment des milieux mais magnifiques sur la zone du Carnet, vraiment des milieux incroyables. Mais il y avait des zones, du coup, par contre, où il y avait justement, effectivement, et on l'a pu le voir, j'ai oublié la plante en question, c'était impressionnant, mais sur des dizaines de centaines de mètres carrés, il y avait des zones où il y avait vraiment des plantes invasives, donc une plante exotique envahissante qui du coup était en train avait vraiment fait rase-mode de toutes les autres plantes indigènes, quoi. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils sont servis de cette tête de pont pour justifier des premières interventions sur les travaux, pour commencer les travaux sur le lit du Carnet, pour commencer les travaux pour araser toute haute plante. Par contre, et vous auriez vu les travaux de renaturalisation, soi-disant, de préservation de l'île du Carnet des plantes invasives, c'était au bulldozer, quoi. C'était qu'il y ait des amphibiens, qu'il y ait d'autres animaux de prévention dedans, c'était pas grave. C'était arracher la terre, pareil avec. Et en fait, on a vu en plus derrière, en fait, ça servait à rien parce qu'ils l'ont fait à une mauvaise période. Et du coup, les plantes avaient pu grainer. Et donc, du coup, en fait, dans le sol, ça pouvait repartir, quoi. Donc, en fait, c'est pour dire qu'il faut faire attention parce que ça peut aussi servir de tête de pont, des fois pour des interventions bourrines et aussi pour des projets. Le fait de soi-disant lutter contre les plantes exotiques envahissantes. Et en plus de ça, ça peut souvent en fait ne servir à rien malheureusement parce que c'est fait des fois des mauvaises périodes où les graines ont déjà été disséminées par les plantes exotiques envahissantes. C'est fait de manière très bourrine et donc du coup, enfin voilà, de toute façon, je pense que malheureusement, tant qu'on n'aura pas une politique de gestion, j'aime pas trop ce terme, mais comment dire, tant qu'on sera pas dans une approche fine, sensible du vivant avec une approche, on va dire, par petit territoire, par petite zone, où on pourra vraiment gérer plus finement les choses, être plus dans une approche sensible et une intervention des interventions justement pas bourrines et pas mono-spécifiques. Je pense que déjà les plantes exotiques envahissantes posent moins de problèmes, celles qui se sont en tout cas implantées. Et si on retrouve aussi un peu la beauté et l'incroyable force aussi des plantes exotiques indigènes, enfin des plantes indigènes justement, et tout ce qu'elles peuvent nous apporter. Tout ce qu'elles peuvent apporter aussi, tout ce qu'elles peuvent apporter aussi de vivant, parce que vous pouvez observer un sureau, un osotier, un chêne, observez-les bien au printemps, et même jusque tout leur cycle de végétation, vous allez voir un peu tous les insectes qui s'y développent, c'est impressionnant, et qui s'y nichent, qui s'y nourrissent, et après tout ce que ça peut nourrir comme vivant, c'est juste dingue, et ça invite aussi à en mettre davantage, quoi, en fait, si vous êtes amoureux en tout cas du vivant. Et donc, je pense qu'on aura une approche plus fine de ça, et on serait, voilà, je pense qu'on ferait, il y aurait moins ces problèmes aussi de plantes exotiques envahissantes en fait, tout simplement. Une approche plus intelligente et plus fine aussi et plus en intégration avec nos milieux, voilà. Mais en tout cas, je vous dis pas non plus de pas du tout planter des plantes exotiques, encore une fois. et moi je vais en planter par exemple aussi sur ma ferme. Mais voilà, c'est privilégier si possible les plantes exotiques, enfin non exotiques. Et si vous amenez des plantes exotiques, non mais faites pas la majorité de vos plantations fruitières et surtout vraiment évitez, proscrivez vraiment les listes, enfin vous pouvez trouver les listes sur internet, les plantes exotiques envahissantes prouvées, qui font des dégâts monstrueux dans les milieux naturels et vous pouvez l'observer en vous baladant autour de chez vous. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit quasiment l'essentiel, il y a des choses que j'ai pu oublier, je pense que j'en ai oublié, mais c'est déjà pas mal, je pense, pour le live là aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire vos retours très rapidement et me dire si déjà ça vous a paru à peu près clair, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Je suis pas encore habitué trop au live et c'est parmi les premiers et puis c'est pas forcément un exercice facile. Mais je suis plus habitué à faire des formations sur la ferme de visu, c'est plus facile. Mais du coup,
Mais voilà, en tout cas, ça m'intéresse aussi de pouvoir toucher d'autres mondes que en dehors des formations à prix libre et conscient que je fais sur la ferme. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours ou les dernières questions, n'hésitez pas quoi. Alors Solène, genre le kiwi qu'on voit pas beaucoup en Bretagne, t'en penses quoi? Bah pour moi ça fait partie justement des plantes exotiques en fait qui en soi sont pas envahissantes, donc sont pas un grand problème pour la biodiversité, mais sont quand même un problème en tout cas en soi si on en faisait que ça, ou si vous mettiez dans vos plantes, dans votre jardin que de kiwi, ou la majorité de plantations fruitières, parce qu'en fait à la place du kiwi, vous auriez pu avoir du sureau, du noisetier, du cognacier, du néflier, du pommier, du prunier, du pêcher, enfin plein de plantes indigènes fruitières qui en fait a accueilli énormément d'espèces indigènes, d'insectes parasites, d'insectes pollinisateurs, etc., qui auraient permis derrière d'avoir plein de biodiversité au jardin. Donc en fait, c'est plus la généralisation et la plantation spécifique de ces plantes exotiques non envahissantes, pour le coup, qui sont non envahissantes comme les kiwis, qui me pose question. Voilà, c'est plus ça. Après, je suis pas contre le fait de planter des kiwis, pas du tout, et j'en vais en planter sur ma ferme, mais je vais pas en faire une grosse plantation immense, quoi. Enfin, je vais en planter quelques kiwis pour me faire plaisir, et pourquoi pas en vendre un petit peu si j'en ai un surplus, quoi. Mais voilà. En tout cas, si on a quelques mètres carrés seulement de jardin, si on n'a pas beaucoup d'espace au jardin, pour moi, c'est pas la plantation à mettre, quoi. Enfin, sauf si on a vraiment que de quoi mettre une liane, quoi. Mais quitte à mettre une liane, autant mettre une vigne, en fait. Et on se régale avec du raisin, et en plus là par contre ça accueille beaucoup plus d'espèces, parce que c'est une espèce indigène quoi. Voilà. Je trouve ça c'est plus pertinent quoi. Et notamment si on a envie d'accueillir le vivant dans son jardin quoi. Je sais pas s'il y a d'autres questions avant de finir le live, et n'hésitez pas à faire des retours aussi, hein, n'hésitez pas à me dire si ça avait été clair ou pas, voilà. Oui, il faut avoir de l'espace, c'est certain, c'est clair, oui. C'est sûr que plus on a d'espace, plus on se peut se permettre de mettre des plantes exotiques. Voilà, on peut faire des compromis plus facilement, quoi. Mais c'est sûr que si on n'a pas beaucoup d'espace, bah ça peut être bien de privilégier les plantes indigènes, quoi, dans tous les cas, quoi. Vraiment faire au maximum ça, quoi. Et voilà. Puis si c'est intéressant, on aura au moins des insectes pollinisateurs, des insectes auxiliaires et des oiseaux qui chantent. Voilà, ça sera toujours plus vivant et plus agréable, et puis ça sera chouette en soi, quoi. C'est important. Ah, merci Solène pour le retour. Et voilà, s'il y a d'autres retours, n'hésitez pas, même des retours négatifs, voilà, des retours critiques, hein, je veux dire, qui me permettent d'améliorer les choses après, c'est ça que je veux dire. Mais n'hésitez pas, quoi. Et autrement, bah, vous pouvez me retrouver sur notre live, j'espère en pouvoir en faire un tous les mois, sur différents thèmes, si j'ai le temps, si j'ai l'énergie. Mais je pense que c'est un format qui m'intéresse aussi, ça va me toucher d'autres gens que sur les formations que j'anime sur la ferme. Mais n'hésitez pas à venir sur les formations sur la ferme si vous avez l'occasion de venir. Voilà, c'est des gens souvent sur une journée, donc c'est plus complet, et c'est l'occasion de faire un tour de tous les milieux qu'il y a sur la ferme, naturelle et cultivée. Donc j'ai de la chance d'avoir bon là j'ai pas l'occasion de vous la montrer, mais il fait nuit, et il fait très froid, mais voilà, j'ai une ferme j'ai la chance d'avoir qui est plutôt chouette, bien préservée, avec beaucoup d'espèces protégées, et des arbres multicentenaires, donc voilà, n'hésitez pas, voilà, si vous avez l'occasion de venir à une formation, avec plaisir. Toutes les dates de formation sur mon site mamabocage.fr, et voilà. Et oui, ouais, c'est vrai. Et du coup, je pense que je vous ai prêt tout dit. Voilà, si vous voulez me suivre au niveau des qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié un truc. Oui, c'est ça. Si vous voulez aussi suivre les activités de l'asso par un papin, n'hésitez pas aussi, parce qu'au niveau de la bibliothèque, on a pas mal d'ouvrages intéressants sur ça, que je voulais finir par ça aussi, sur l'écologie scientifique, sur la biodiversité au jardin, sur jardinier au naturel en fait en général. Et donc voilà, c'est l'occasion, si vous voulez adhérer à la bibliothèque de l'asso, c'est derrière les rideaux là. Je vais sortir de mon cocon de couverture parce que j'étais bien couvert là, parce que il fait pas mal froid. Et je vais vous montrer vite fait la bibliothèque avant de finir le live. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez adhérer à l'asso et emprunter des bouquins, c'est l'occasion de trouver des bouquins que vous ne pourrez pas facilement trouver ailleurs, sur des thèmes justement dont j'ai abordé pendant le live.
Et en tout cas, voilà, je vais mettre le live à disposition après dans la semaine avec des ressources complémentaires pour ceux qui veulent aller plus loin sur la question des espèces exotiques. Bon, de toute façon, on voit rien. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, on voit un petit peu les bouquins, mais pas grand chose, donc bon, c'est pas ouf. Bon, c'est pas. J'aurais dû allumer avant. Mais en tout cas, voilà, c'est. N'hésitez pas à adhérer à l'asso et à venir. C'est tous les vendredis soirs, les permanences de la bibliothèque. Voilà, au plaisir de vous accueillir sur la ferme dans soit des formations, soit des permanences de bibliothèque, soit d'autres occasions et à plaisir de se retrouver en live pour un prochain thème ici peu.